Bonjour à tous, aujourd'hui je suis hyper content de vous retrouver car c'est vraiment une vidéo particulière. Je pense qu'elle va vous plaire. Allez bye. Le maître mot quand vous faites des coffrages ou des moulages pour du béton, le maître mot c'est tout simplement la rigueur, la propreté et une excellente préparation du coulage. Donc là, toutes les étapes précédentes, je vais vite vous faire un petit condensé pour vous montrer ce que j'ai fait auparavant. Étant donné que je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, j'ai jugé bon de l'accélérer au maximum, car tout simplement c'est ultra basique, c'est le fameux système de coffrage en hélice que vous avez pu découvrir dernièrement et qui m'a valu tant de messages de haine me reprochant d'être un si mauvais maçon qui n'armait pas sa plaque. Mais en l'occurrence, la plaque que je vais vous présenter, elle n'a rien à voir avec une plaque de structure. C'est une plaque qui est à but décoratif. Mais par contre, les raisonnements, les choix des matériaux, à savoir c'est pas une plaque de béton, cette fois ce sera une plaque de mortier. Et pour une plaque de mortier basique, je vous déconseille très vivement d'utiliser des fers à béton. Tant pour les points de vue d'enrobage et oxydation de la plaque en elle-même, parce que comme je vous ai expliqué, il faut toujours respecter un enrobage d'environ 1 cm, 2 cm et demi sur des aciers, sinon l'acier va finir par faire éclater votre mortier. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous montrer une plaque de 3 cm d'épaisseur et de faire un pseudo corps à cette plaque avec une plaque galvanisée, un treillis galvanisé, je crois que c'est un grillage à poules, une vieille chute que j'avais récupérée sur un chantier qu'on avait fait avec Loïc. Et elle est galvanisée, du coup ça me supprime absolument tous ces problèmes d'enrobage. Mais de toute façon, en soi, il n'y a pas besoin de blinder la chose. Très souvent, une simple plaque, même sans fibre, même sans treillis, ça tient très bien. Donc le mélange, il est très simple. C'est le mélange que je conseille souvent quand on me pose la question. C'est du mortier donc à 1 pour 2, avec du sable 0,4. Et là j'en suis donc, j'ai versé le sable, j'ai calculé, si vous avez bien suivi, j'ai calculé 6 litres à peu près de mélange nécessaire pour couler toute ma structure. Donc 6 litres de sable, je mets la moitié, donc 3 litres environ de ciment. J'ai pas mesuré, hein, c'est tout à l'œil, il faut absolument qu'il y en ait au moins un peu plus que ce que j'ai estimé. Il faut bien comprendre qu'il vous faut systématiquement plus de mortier que ce que vous allez vraiment en avoir besoin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, je commence tout d'abord par brasser à sec. Pour bien mélanger la fibre, il faut bien la séparer. Puis je rajoute un tout petit peu d'eau, un bouchon de résine, un deuxième bouchon de résine. La résine, pourquoi en fait? C'est parce que ce type de liquide en fait va me permettre en fait de non pas d'asphyxier mon mortier, mais disons qu'il va servir déjà d'entraîneur d'air. Ça va me diminuer considérablement ma quantité d'eau nécessaire pour avoir un mélange pâteux comme je le souhaite. Car il faut savoir que moins vous mettrez d'eau dans votre mélange de mortier, plus solide sera votre plaque. Donc j'ai déjà aucun intérêt à utiliser trop d'eau. Mais par contre, il me le faut un minimum pâteux pour que ce soit suffisamment souple pour être bien écrasé, travailler comme je le souhaite. Et qu'il me fasse un minimum de bulles d'air.
Donc toujours pareil, c'est pour ne pas pallier à des problèmes de résistance mécanique. Donc là mon mortier, je vais le faire vraiment le moins liquide possible. Il faut surtout pas croire, mais ne le faites jamais liquide. Là, si vous avez bien suivi, j'ai peut-être mis, allez, même pas 1 litre d'eau. Même moins, je pense que j'avais mis moins d'1 litre d'eau. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a peu d'eau. Grâce au fait notamment de la résine. Donc je soigne toujours les étapes de nettoyage. Je me sers très souvent de la soufflette pour systématiquement souffler mes supports. Et là, le principe, ça va être, pour toujours pareil, expliquer ce qui s'est passé lors de la fameuse vidéo où on voyait, où j'expliquais que Loïc avait coulé la plaque avec un treillis que personne n'a vu enrobé. En fait, Loïc avait fait exactement ce que je suis en train de faire. C'est juste que ce jour-là, on n'avait pas de batterie, et puis tant pis pour les cons qui veulent pas comprendre. Mais on fait toujours ça avec Loïc. On met pas de système de cale ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on a constaté que les cales, les petites cales en béton ou en ciment ou des chutes de parpaing, tout simplement, ça vous fait des remontées de capillarité et ça vous oxyde quand même vos ferrailles. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement pour ce genre de plaque, et je parle bien de plaques de... je sais pas moi, ça peut être une plaque de cheminée ou une plaque pour un regard. Surtout, allez pas vous emmerder avec des barres d'acier, des tors et compagnie. C'est utiliser plutôt des barres galvanisées ou inox. De toute façon, c'est pas des structures qui sont destinées à être sollicitées par des grosses charges. Au pire, c'est pour le passage d'une personne. Et croyez-moi, si vous sautez à pieds joints sur ma plaque, vous êtes champion du monde. C'est impossible qu'elle casse. Voilà. Bon, ça dépend du poids que vous faites. Donc, je commence toujours, avant de présenter mon treillis galvanisé, je commence toujours par bien tasser de manière très homogène. Je commence jamais d'un côté puis d'un autre, je pars toujours du milieu. Et je vibre et je tasse au fur et à mesure. Une fois que ça a été vibré, bien tassé au fur et à mesure sur à peu près les 2/3 de l'épaisseur voulue pour ma plaque en ciment, tout simplement je peux présenter le treillis après avoir gratté la surface. Car si vous avez bien suivi, j'avais lissé grossièrement pour pouvoir avoir une surface bien plane. Et bien, un peu comme pour les enduits, il faut avoir une surface qui soit rugueuse pour que je puisse faire la dernière passe de finition en fait. Donc là c'est exactement ce que je fais. J'ai fait des petits plots pour me stabiliser le treillis, parce qu'il a quand même tendance à rebiquer, donc il faut quand même bien le stabiliser avant de mettre l'intégralité de votre mortier. Donc là, vous voyez, je me suis pas embêté à mettre toute l'épaisseur partout, j'ai juste fait mes plots réguliers. Et maintenant, je pars toujours donc du milieu, en faisant des petits mouvements, en battant mon mortier. J'essaye toujours de partir du milieu et ensuite je pars des extrémités. Et toujours, je fais des lignes droites pour rejoindre chaque point qui me reste. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour chasser régulièrement les bulles d'air. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de commencer d'un peu partout. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura des manques. Il faut vibrer régulièrement votre béton manuellement. Et vous allez voir, vous aurez une plaque qui sera super uniforme, il n'y aura pas de manque et très peu de bulles d'air. De toute façon, on va pas se mentir, pour ce genre d'ouvrage, l'idéal c'est d'avoir ce qu'on appelle une table vibrante, une plaque vibrante, ou un plateau vibrant, appelez ça comme vous voulez. C'est des techniques qu'utilisent certains professionnels pour faire des plaques d'imitation pierre ou des structures vraiment d'usine. Là, vous êtes sûr d'avoir un travail impeccable. Mais croyez-moi, ce sera hyper costaud et ça sera même plus résistant que toutes les plaques que vous pouvez acheter dans le commerce, parce que beaucoup me demandaient en fait de faire une vidéo pour faire une simple plaque de regard. Là, vous avez le parfait exemple. Je vous conseille vivement de faire ça. Une trappe de visite pour un regard, c'est plus costaud que ce que vous achèterez dans le commerce. Surtout que ma plaque fait 3 cm, il est ultra dosé, et je sais exactement ce que j'y ai mis dedans. Entre les résines et la fibre, ça ne risque rien du tout. Donc là, j'ai quand même étalé uniformément tout mon mortier. J'ai fermé rapidement le support en le lissant de manière générale, donc j'ai plus de mortier que nécessaire. Donc ça fait une sorte de léger dôme par-dessus mon coffrage. Il en faut pas des tonnes.
Un petit centimètre de manière globale, ça sera suffisant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là arrive l'étape du vibrage manuel, et d'où l'intérêt de se présenter sur une table qui me sert de table d'atelier. J'ai pas d'atelier chez moi encore, mais ça me suffit largement, je suis pas du tout à plaindre, ça me convient totalement. Cette petite table m'a servi pour faire pas mal de travaux. Il faut bien comprendre que tout l'intérêt d'utiliser une plaque de bois qu'on dit filmée dans le jargon. Filmer, ben, ça vous permet en fait d'éviter de mettre un film plastique qui soulage, comme je l'expliquais dernièrement, le démoulage. Donc là je termine de vibrer le fond de moule. Le fond de moule, donc on est d'accord, c'est la partie la plus basse de votre future plaque en béton. Donc là c'est ma plaque en ciment au mortier. Et en fait il faut bien partir des extrémités. Et là je finis en tapotant le bas de la table pour être pile sous le milieu de la plaque, tout simplement. Et la planche en bois crée d'elle-même les vibrations, donc du coup ça va se faire tout seul. Bon, pas besoin d'insister 20 ans, hein, si vous constatez, j'ai vibré pendant même pas une minute l'intégralité de ma plaque. Il n'y a pas besoin en fait de trop vibrer, je vais vous expliquer pourquoi, sinon vous allez faire remonter, déjà vous risquez de faire remonter ou de faire descendre votre treillis, ou votre barre d'acier si vous optez quand même pour de l'acier. Et c'est surtout pour éviter ce qu'on appelle la ségrégation en fait d'un mélange. La ségrégation, c'est que de manière physique, toutes les parties les plus légères vont rester en surface et les parties les plus lourdes vont se retrouver en bas. Donc du coup vous allez déstructurer totalement votre mélange. En l'occurrence les parties les plus fines de mon sable 0,4 vont se retrouver en haut. Et les parties les plus grossières, donc le sable de 4 mm, se retrouvera en bas. Donc surtout ne vibrez pas à outrance, ça ne sert strictement à rien. Là j'attaque la partie que j'appelle le coupage. Donc après avoir vibré et après avoir lissé rapidement les extrémités pour les légers manques ou les petites bulles d'air qui pouvaient rester, et je prends un couteau que m'a offert un sponsor, tout simplement. Je venais de le recevoir quelques jours avant, je venais de le recevoir. Je me suis dit, plutôt que d'utiliser ma Diane, j'avais l'outil à disposition. C'est toujours mieux quand on a des outils qui sont adaptés. Bah là je me suis servi d'un couteau d'enduiseur. Il faisait exactement la largeur dont j'avais besoin pour faire cette plaque, et c'est super. En fait, pourquoi je préfère le couper, le mortier, plutôt que de le tirer? Ça m'évite en fait d'arracher sur les extrémités mon mélange. Ça m'évite de l'arracher, ça m'évite de le déstructurer. Là je ne fais que des passes légères, à coup de 5 mm, 1 cm maximum, pour éviter de taper en profondeur dans ma plaque. Et surtout pas l'abîmer dans sa structure. Donc là j'ai dégrossi une première fois, j'ai relissé toutes les extrémités, et étant donné que je me suis gardé une légère réservation au milieu, ça me permet de pouvoir bien écraser mon grain en fait. Quand vous faites une plaque en béton ou même un dallage en béton, il vaut mieux faire de légères bosses que de légers creux en fait. Une bosse, vous arriverez toujours à chasser et à retirer les excédents pour pouvoir mieux lisser votre surface. Alors qu'à l'inverse, quand vous faites des creux, eh bien, il faut recharger en permanence, et en plus, au niveau structurel, c'est franchement pas pratique. Vous allez avoir des systèmes de, tout simplement des déséquilibres, des désordres dans la masse. Moi je vous conseille toujours d'avoir un peu plus de mortier ou de béton sur votre surface à travailler que l'inverse, tout simplement. Ça vous évitera les nuances. Si vous faites des finitions dans la masse, ça vous évitera plein de choses. Donc là j'ai quasiment terminé, hein, finalement je suis quasiment à fleur de mes coffrages. Le dressage est terminé, je me suis même payé le luxe de bien lisser une première fois. Donc déjà il faut comprendre que en l'état, pour vous, si vous tentez de reproduire ce que je vous présente en vidéo, l'étape c'est bon, vous avez déjà fini le job. Toutes les étapes que vous voyez là que je suis en train de réaliser, sincèrement, ça demande quand même un réel coup de main pour avoir une plaque parfaitement lisse, parfaitement droite. En toute honnêteté, surtout ne vous faites pas de fixation sur la planéité de votre plaque,
Privilégiez avant tout les épaisseurs pour être sûr d'avoir au moins 3 cm de manière homogène. S'il y a plus, c'est pas grave. S'il y a des bosses, c'est pas grave. Par contre, mettez-y toujours mettez-y un coup de lissage, que ce soit avec la langue de chat, à la spatule, ou comme j'ai à ma disposition un couteau d'enduiseur, une simple diane, ce sera toujours mieux. Vous pouvez aussi y mettre un petit coup de taloche, mais le fait de mettre un coup de taloche, ça vous ouvrira la porosité du support. Donc je vous le déconseille. Là on arrive à la partie décoffrage. Donc le décoffrage, ça se fait toujours au moins une dizaine d'heures après. Moi je vous conseille, si vous le coulez l'après-midi, vous le décoffrez le lendemain matin. Ça fait une dizaine d'heures de tranquillité. Qui dit décoffrage dit que vous pouvez quand même manipuler votre plaque. Par contre, il faut pas croire, il faut bien préserver 3 semaines, par sécurité, 3 semaines de séchage minimum pour n'importe quelle plaque ou structure à destination d'être contrainte de passage, pour une plaque qui sera sollicitée tout simplement. Parce que si vous la faites tomber avant les 20-21 jours comme je vous le dis, vous pouvez être sûr et certain qu'elle sera pas au max de sa résistance puisqu'en fait elle sera pas bien sèche à cœur. Et elle risque très fortement soit de micro-fissurer, soit de péter littéralement. Donc le décoffrage, c'est quand même une étape à soigner. C'est pour éviter de péter les arêtes. Donc je vous conseille de tapoter régulièrement l'intégralité du bois. Et le fait de la tapoter de manière uniforme sur la longueur, vous allez voir, en exerçant une pression avec votre main, ça s'enlève tout seul. Si vous avez bien soigné vos étapes, ça s'enlève vraiment tout seul. Donc là, il faut soigner l'étape du soufflage. J'en profite pour vous montrer la planéité obtenue. Donc on constate, hein, c'est tout à fait normal car j'ai pas cherché à soigner une parfaite planéité. Tout ce qui m'importait, c'était de recycler des pièces de bois que j'avais dans le dépôt à destination de mon ouvrage. Je voulais juste une bonne planéité des pièces de bois pour avoir une parfaite glisse de mon outil, en l'occurrence le couteau. Et vous allez vous rendre compte que certes il y a une bosse sur les diagonales de l'ordre de 2-3 mm si vous voulez, et puis franchement je m'en fous. Mais par contre sur toute la largeur vous voyez que c'est parfaitement droit. Et c'est normal parce que ça correspond à mon sens de travail et d'utilisation du couteau. Étant donné que je faisais des passes sur toute la longueur, eh bien je suivais exactement la forme de mes chevrons. Si vous voulez un travail impeccable, évidemment, allez vous emmerder à raboter les bois, à les poncer, à les décaper et pourquoi pas à les moulerer. Mais très sincèrement, c'est vraiment inutile. Donc là, le décoffrage s'est fait tout seul. J'ai juste eu à tapoter le fond de moule. Et en fait, comme il n'y a pas de résistance entre la plaque en ciment et le fond de moule, ben, ça se décoffre vraiment tout seul. Bon bah là, je me rends compte que très clairement, j'ai été très bavard. Et ma vidéo se termine déjà. Donc toute la suite de la vidéo n'a plus rien à voir avec comment faire une plaque de béton basique comme le commun des mortels aura tout le temps besoin de faire. Mais je vous laisse apprécier la fin de la vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Allez, à des chats!